Pourquoi commencer une vidéo sur la poésie par de la corde à sauter? Déjà parce que ça m'amuse. J'aimerais bien souligner le caractère humoristique de la poésie, aux antipodes comment je pourrais dire, de ces émissions un petit peu lugubres, vous savez, où l'on interviewe un poète et qui commence d'abord, il y eut ce village. On dirait un peu le début de la messe catholique. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et vivons dans la joie. On a vraiment envie de se mettre une balle dans la tête. Non, je voudrais parler du caractère humoristique de la poésie. Comment cela? Eh bien, le fait de rimer, de parler sur un nombre de syllabes déterminé, que l'on exprime la terreur, la fureur, la joie. L'alexandrin fait toujours 12 avec la petite rime au bout, la petite sonorité qui revient. C'est amusant. Par exemple, comment expliquer que Hermione, toute furieuse qu'elle est, puisse continuer à parler de 12 en 12 avec des rimes, lorsque l'objet de son amour lui dit « Pyrrhus. Je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre, rien ne vous engageait à m'aimer en effet. » Alors évidemment, elle est fortement vexée. Outrée, oui. Mais elle continue à s'exprimer de 12 en 12 avec la rime. Au lieu de se laisser manger par le verbe, par le langage, elle en joue. Elle ne fonce pas tête baissée dans la muleta. Elle joue de mouvements de poignets, d'esquives, d'acrobatie verbale, de contorsion syntaxique, de pirouette musicale, de marqueterie sonore. Rien ne vous engageait à m'aimer en effet. Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de nos provinces. J'y suis encore malgré tes infidélités et malgré tous les Grecs honteux de mes bontés. Honteux, bonté. Elle fait des échos dans son propre propos. C'est le b.a.-ba, la véritable rime est en permanence et à l'intérieur du vers. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais un regret, le retour d'un parjure. J'attendais à regret. J'attendais en secret. Ok. Le retour d'un parjure. Ok. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. J'y pense en récitant. Les rimes en « est », elles arrivent, les rimes claires. Il est bon, dans les vers qui précèdent, de les annoncer. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Ça passe beaucoup mieux si on annonce cette couleur du son « est » dans le vers qui précède, celui qui ensuite vient à la rime. Tu n'es pas très clair. Ça concerne la déclamation, mais tout à l'heure, on va aller dans le jardin. On prendra un exemple plus clair dans Malherbe. On comprendra bien. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Merveilleux emploi de l'adjectif dans la façon classique. Étayé par la syntaxe, un exemple remarquable de tournure elliptique, d'ellipse. Je t'aimais. Alors que tu étais inconstant, qu'aurais-je fait si tu avais été fidèle? Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment que ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut. Et puis il y a le moment où vous ne répondez point. Perfide, je le vois. Oui, ça c'est génial. Tu comptes les moments que tu perds avec moi. Prise de distance. Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne. Écoute, je ne sais plus comment c'est, écoute avec regret qu'une autre l'entretienne. Enfin bref, c'est génial, mais... Attends. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est cette distance, cette espèce d'humour. Attends, il faut qu'on parle. Cette légèreté qu'il y a même dans les situations censées être les plus graves.
On joue avec la langue, on n'en est pas dévoré. Non mais attends, on peut pas zapper un point aussi important. Tu viens de m'y faire penser. Viens, on va en parler dehors. On sera mieux dans le jardin, viens. Alors, la prise de distance, la mise à distance que on vient d'évoquer, elle est sur tous les plans. Bon, on a pris l'exemple d'Hermione qui parle, qui dit son amour, qui vraiment est au bout, épuisé, quoi, au bout des ressources de l'expression humaine, et elle s'aperçoit qu'elle parle dans le vide. Tiens, ça me rappelle, digression, ça me rappelle Verlaine qui raconte qu'il s'efforçait, qu'il s'épuisait à apprendre à un adolescent quelques rudiments d'anglais. Il était penché sur son cahier ou sur son livre, et levant la tête, il s'aperçoit que son jeune étudiant était tout occupé à souffler sur l'un des cheveux qui restait sur son crâne. Ah, mais ça, c'est l'ordinaire des rapports humains. La plupart, nous n'avons pas grand-chose à faire de ce qui occupe les autres, et d'autant moins à faire qu'ils veulent nous le faire partager. Bon, redevenons plus sérieux. Mais cette prise de conscience, c'est quasiment autistique. On est en train de parler et on écoute le bruit. Donc on n'écoute pas le sens de ce qu'on dit, ça vraiment, c'est commun. Non, on écoute de quelle sonorité les phrases que l'on est en train de dire se composent. Et là, ça donne du recul. Ça nous sort du réflexe conditionné, ça nous sort de la culture, presque, de la langue natale. Donc, le poète dispose avec le plus grand soin possible ses syllabes, l'interprète joue des accents, des intensités, des hauteurs, des appuis, pour enrichir, harmoniser, égaliser harmoniquement son propos, et l'auditeur ne voit plus toute cette supercherie de versification, de déclamation. Il écoute, il voit des personnages, des sentiments. Franchement, c'est drôle. Maintenant, l'éclaircissement promis tout à l'heure. Avoir besoin d'accentuer certaines syllabes pour préparer la rime qui va suivre, pour qu'elle ne tombe pas d'une façon inattendue, pour faire le lit de la sonorité dont on sait qu'elle va arriver à la rime du vers suivant. Inattendu, trop inattendu. La surprise peut être une très belle chose, mais pas une maladresse. Mais en principe, le poète nous a déjà fait le travail. J'ai sous les yeux Malherbe, une très belle ode. Il écrit octosyllabe, 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 alexandrin, octosyllabe, alexandrin. Strophe d'une ode. Pluton est seul entre les dieux. Là, je sais que le en de entre et le i de yeux va être important pour la suite de la strophe de 6 vers. Dénué d'oreilles et Dieu, voilà, yeux, oreille, yeux, le i, à quiconque le seul licite, ce n'était pas la peine d'accentuer le i puisque tout était prêt, mais le en, Pluton est seul entre les dieux. Il dévore sa proie aussitôt qu'il la prend. Et voilà pourquoi bien faire entendre, bien faire sentir, bien faire sortir, accentuer le en. Pluton est seul entre les dieux, dénué d'oreilles et d'yeux, à quiconque le sollicite. Il dévore sa proie aussitôt qu'il la prend, et quoi qu'on lise d'Hippolyte, ce qu'une fois il tient, jamais il ne le rend. Prononciation moderne, je ne suis pas Benjamin Lazare. Ensuite, s'il était vrai que la pitié, de voir un excès d'amitié, lui fit faire ce qu'on désire. Faire, alors évidemment ça fait bizarre de dire faire ce, mais pourtant, s'il était vrai que la pitié, de voir un excès d'amitié, lui fit faire ce qu'on désire, eh bien tous ces qui devait le fléchir avec plus de couleur que ce fameux joueur de lyre qui fut jusqu'aux enfers lui montrer sa douleur. Bien, assez détaillé, assez disséqué, je crois que je suis en train de briser le charme poétique, et comme la strophe suivante de cette ode de Malherbe, consolation à Monsieur le Premier Président sur la mort de sa femme. Donc voici la strophe suivante, je la dis d'une seule traite. Je crois que ça
Sa qualité frappe les oreilles et l'esprit. Il s'agit d'Orphée, bien sûr. Cependant, il eut beau chanter, beau prier, presser et flatter, il s'en revint sans Eurydice. Et la vaine faveur dont il fut obligé fut une si noire malice qu'un absolu refus l'aurait moins affligé. Allez, je redis les 3 derniers vers. Je ne peux pas résister. Tiens, François Tcheng qui demande d'apprendre quelques phrases de prose de Jeanne d'Arc comme aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, je ne sais plus. Non, à tous les Français. Et il ferait mieux de... Peu cher, il ferait mieux. Enfin, s'il connaissait quelque chose en poésie, bien sûr. Il ferait mieux de leur conseiller d'apprendre ce genre de choses. Mais attends, mais François Tcheng, comment veux-tu qu'il connaisse ça? Je crois qu'il a passé une bonne partie de sa vie en Chine, et déjà ceux qui sont nés en France n'en ont aucune idée. Une fois, il y avait une conférence sur la phonétique, phonologie et la poésie, et un immense poète français, dans le public, a carrément posé la question: ah, mais vous pensez que les poètes savent ces choses? Eh oui, beaucoup d'immenses poètes, mais une immense ignorance aussi. Lis-nous ton Malherbe. Et la vaine faveur dont il fut obligé fut une si noire malice qu'un absolu refus l'aurait moins affligé. Et j'en reviens ici à tout l'humour que témoigne l'écriture en vers. Tout l'humour, que ce soit Racine, lorsqu'il évoque la douleur, le désespoir et la rage d'Hermione, que ce soit Malherbe, lorsqu'il peint le désarroi d'Orphée qui remonte, suivi de personne, eh bien, ça n'altère pas, ça n'altère en rien le jeu, l'ancien jeu des vers, comme disait Apollinaire. L'ancien jeu des vers, comme disait Apollinaire, et comme disait Sandrars, citant Apollinaire, j'ai enregistré l'un comme l'autre. J'ai absolument rien contre tout ça, j'ai même fait mieux puisque j'ai mis en scène la prose du Transsibérien de Blaise Sandrars. Non, j'essaye seulement de montrer des choses qui me semblent ignorées, oubliées, involontairement sans doute. Aujourd'hui et depuis au moins 100 ans, 120 ans, plus, la poésie est absolument tout ce qu'on veut, elle est libre. Et à la fin de cette vidéo, il s'affichera la vignette d'une playlist que je me suis amusé à titrer Jeunes poètes contemporains 2020. Bon, 95% de ces petites vidéos sont destinées à faire sourire. C'est tout à fait de mon invention. J'ai mêlé un ou deux vrais poètes pour entretenir le doute. Mais enfin, dans l'article Les dessous du langage, je l'ai écrit, il est sage de sentir nos œillères culturelles, lexicales, didactiques. Quelques clics sur la toile, quelques heures de vol, voici l'Afrique, l'Inde, la Chine et sans contrée, sans monde nous offrant leurs poètes, leurs chantres virtuoses, leurs chamans exaltés, naïfs, conscients, lucides, maîtres de leurs moyens, inspirés dans leur art. Leur langue, classique, dialectale, leur style, sexe ou fleuri, y portent aussi bien à l'émotion intime qu'à l'introspection ou à la transe collective. Les fioritures extrêmes du kriti, ça c'est l'Inde. Le récitatif aux 8 timbres, ça c'est l'opéra chinois. Le chant chuchoté, ça c'est le Burundi. Tant d'extraordinaires particularités de tous les arts du monde, les uns traditionnels, les autres récents, et j'intègre les concerts de l'art pop, l'art vidéo, les performances, la culture urbaine, toutes ces choses vivent manifestement hors cadre rimbaldien, mallarméen, pour en venir à Rimbaud, Mallarmé et tous nos dieux de notre petit coin d'Europe. Ils vivent manifestement hors de ces cadres, mais saisissent le rapport au monde et rythment l'action bien plus sensiblement qu'un poème dans son
livre. Ultima verba. Je suis un peu comme beaucoup d'enfants, je crois que tout le monde est au fait de ce que je raconte. Alors tout ce que je viens de dire me semble appeler une précision. Tout le détail, toute l'attention, l'extrême sensibilité, le scrupule d'ordre phonétique, l'agencement des syllabes. Nous sommes de bons arrangeurs de syllabes, ainsi Malherbe se moquait-il lui-même du métier de poète. Mais c'est par instinct, ça n'est pas par calcul intellectuel et volontaire. Le fortuit entre pour une grande part dans la réussite. J'avais analysé, on m'excusera cette autocitation, la structure d'un alexandrin extrait de mon Adonis. Mais n'est-ce pas ce Dieu qui lui tient lieu d'un guide? Mais n'est-ce pas ce Dieu qui lui tient lieu d'un guide? 14 mots pour 12 syllabes, que des monosyllabiques, 14 avec les élisions, les couleurs, dessins, reliefs, les labiales, les dentales, les occlusives, lui, yin, yeux, et puis diphtongues qui assouplissent, i, did, occlusives qui durcissent, i, un, un i, lui tient lieu d'un guide, mais il y a aussi le renversement du mot Dieu, I-E-U-D. Alors, mais n'est-ce pas ce Dieu, D-I-E-U, lieu d'un I-E-U-D, et guide, on enlève le G, U-I-D-E. Il y a 3 fois l'anagramme du mot Dieu dans cet alexandrin. Non, 2 fois. Il y a le mot Dieu et ces 2 anagrammes. Tu es fatigué. Ok. Ah, mais attention. Étienne Klein, le roi de l'anagramme, qui aime Paul Valéry, ne l'aime pas pour sa poésie. Les combinaisons de lettres, les combinaisons de mots croisés, les combinaisons, le jeu, et même les acrostiches, ce sont des jeux supplémentaires, mais ils ne sont pas au centre, ils ne sont pas au point le plus rayonnant, le plus ardent. Ils ne font pas partie du point radioactif de la poésie. Paul Valéry reconnaissait la poésie là où il trouvait ce qu'il appelait l'état chantant. Mais la physiologie mentale apporte des lumières sur la nature profonde de ce type de compréhension, sensibilité poétique. Il y aurait apparemment des zones cérébrales qui favoriseraient la dimension comme spatiale qui inclut le rythme et la résonance, celles qui font que le son participe au sens de ce qui est dit. À propos de ce travail, on me demandait, mais est-ce qu'un poète est conscient de tout cela, qu'il y a tous ces jeux à l'intérieur, qu'il y a tous ces jeux sonores, verbaux à l'intérieur du vers? Plus que de conscience, il s'agit d'instinct. Mais si le vers est bon, il les contient. Il le contient, ce jeu. Et on est encore dans l'amusement. Les 2 dernières choses. Lorsque l'on écrit un sonnet, eh bien, il y a des règles à respecter. C'est comme lorsqu'on court un 100 mètres. On ne court pas 100,1 mètres. On ne court pas 99,9 mètres. On court 100 mètres. Et c'est ainsi qu'aux Jeux Olympiques, les performances sont chronométrées, homologuées, et ce qui s'offre à l'appréciation publique est d'autant plus objectif. Dans les Jeux antiques, assurément dans les Jeux pithiques, il y avait des compétitions sportives, tous les sports, et il y avait aussi des joutes poétiques. Les poètes s'affrontaient à coups de chants, de poèmes, comme les pugilistes à coups de poing. On sait que j'aime beaucoup les sports de combat, mais j'admire profondément nos gladiateurs modernes. Il suffit de penser au nombre de mois d'efforts, d'entraînement sur tous les plans absolument intenses pour un combat qui parfois, malheureusement, ne dure que quelques secondes. Eh bien, c'est le même travail. Ainsi, un poème dont la lecture ne demandera qu'une minute aura pu prendre des mois de travail, et même un spectacle qui dure 1h30 aura pu demander 10 ans. Je pense à quelque chose de précis. Alors voilà, il y a une espèce de forme conventionnelle, mais d'universalité dans le respect des règles, et puis surtout, la satisfaction de l'auteur est différée.
C'est-à-dire, on s'apprêtait, on était plein de notre désir de dire les plus belles choses du monde, et on bute sur une impossibilité, un hiatus, une rime, quelque chose. Enfin non, la rime c'est facile, mais il y a toujours quelque chose, un contour. Il va falloir contourner, et si l'on est poète, on va trouver quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, et que la contrainte des lois va nous amener, va nous servir. Et après avoir renoncé à ce qui nous tenait le plus à cœur d'écrire, on va s'apercevoir que l'on a trouvé mieux. Est-ce que nous avons une dernière chose à dire? On retourne dans la salle? Allez, on y va. Oui, c'est certain que le respect des règles ne fait pas un poète, hein. Il y a de la poésie facile à faire, ce que Rimbaud appelait la prose rimée. C'est à peu près du niveau d'Edmond Rostand, ça, par exemple, si je dis « Non, non, n'arrête pas, ce serait trop dommage, caresse-moi toujours, mais reste sous les draps. Le ciel de notre amour serait sans un nuage, si ce n'était l'odeur de tes dessous de bras. » Bon, ça fait sourire, mais c'est facile. En revanche, visage, beau visage à la fois chair et sève, j'ouvre les yeux sur toi, non que ma nuit s'achève, mais le soleil paraît qui par tes traits se lève, en m'éclairant le vrai de cette part de rêve. Les résonances intérieures, tout ça, ça amuse, ça allège, ça distrait. Mais oui, économie lexicale, recherche syntaxique, c'est pas mal. Ce n'est qu'un quatrain, mais ça va, c'est pas mal. Cocasse. Nothing serious in mortality. Shakespeare n'a pas trop tort. Alors, 2 playlists vont s'afficher en vignette de fin de vidéo. La première, Jeune poète 2020, donc 95% de mon cru. Et puis, il y a toujours gros à parier que des vers sont mauvais. Valérie n'a pas trop tort non plus. Alors, on a fait une playlist les plus jolis poèmes rimés. Je pense que ça va vous faire rire. Lisez-en quelques-uns.